n'y a pas que la télé dans la vie d'Antoine Decaune, il y a aussi les Pixies. Ah, bravo, oh là ça là, commence. ben voilà, Allez. super. Bon, bah écoutez, je voulais vous accueillir comme il se doit. Bonjour Antoine Decaune. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous sortez un livre sur les Pixies, Une douce addiction, publié aux éditions de La Martinière. Alors, juste, qu'est-ce que c'est vraiment un Pixie? Puisque je vous avoue qu'avant de regarder le livre, je ne savais pas ce que c'était. C'est la question que j'allais vous poser. Un Pixie, c'est une petite figurine en plomb, enfin un mélange plomb-étain d'environ 8-10 cm. Et qui représente un personnage. Alors, ça a commencé il y a 40 ans. Ça a été créé par un monsieur qui s'appelle Alexis Poliakov, qui est un être absolument divin. Ça a été développé par son beau-fils, Philippe-Antoine Guénard. Et ils ont commencé en 80 par des personnages de la vie quotidienne, parce qu'Alexis Poliakov était modéliste et qu'il aimait beaucoup il a eu envie de recréer le Paris de la Belle Époque. D'accord, donc en petite figurine. Oui, en petite figurine, des scènes avec des décors, etc. Et puis, il a commencé par faire une collection Tintin, parce que son père, Serge Poliakov, était ami d'Hergé, donc il a eu l'autorisation de faire une première collection, puis une deuxième collection Tintin. Et puis ça s'est développé, Pixie, et 40 ans après, il y a des milliers et des milliers de personnages. Et pourquoi on appelle un Pixie? C'est une bonne question. Pixie, parce que dans la légende celte, le Pixie, c'est ce petit lutin qui habite dans les forêts, et qui pourrait avoir la taille des Pixies qu'on a sous les yeux. Mais c'est aussi une contraction entre... Alors, attendez, ils m'ont expliqué une fois, mais c'était un peu compliqué. Le picture, un truc comme ça, non? Philippe, Antoine... enfin, il y a du... Bon, Pixie, voilà. Ça s'appelle Pixie. Voilà. Elle vous vient d'où cette passion? Quand vous étiez enfant déjà, vous aimiez Pas du tout, parce que quand j'étais enfant, j'ai hélas bien plus de 40 ans. Ils sont nés après moi, les Pixies. Je les ai découverts un jour dans une vitrine, ce que je raconte d'ailleurs dans le début du livre. Je suis tombé un jour sur une vitrine de soldats de plomb, dans le premier arrondissement, place de la Comédie Française, et il y avait un tableau géant avec des grenadiers d'Empire, des chevaliers, des mousquetaires, et au milieu, un Gaston Lagaffe qui était en train d'essayer d'échapper à une maman crocodile parce qu'il venait de lui piquer ses œufs. Et j'ai trouvé ça tellement bizarre, incongru. Ouais. Je suis rentré dans la boutique, j'ai demandé à voir ce petit Gaston, et j'ai eu une espèce de choc esthétique, de cristallisation, mais alors, littéralement. Je suis devenu dingue de ça. Et qu'est-ce que vous faites? Vous les collectionnez? Vous jouez pas avec, j'imagine, si? Non, parce qu'on ne joue pas avec. Au contraire, il faut les mettre à l'abri des enfants, parce que c'est des objets fragiles, bien que plombés. Non, je les mets, j'en ai chez moi, je les mets sur les étagères. Vous en avez combien? Cinquantaine. D'accord. Et c'est comme un marché d'art, ça a une valeur, ça a une cote et tout ça? Oui, parce qu'en fait, chaque personnage est tiré dans une série limitée. C'est-à-dire qu'il y a, 500 ou 1000 tirages, et après, ils cassent le moule. Donc ça devient... ils cassent le moule? Ouais, ils détruisent le moule. C'est génial, Légion romaine. Ouais, j'adore. Là, c'est la fameuse petite tortue romaine avec un des soldats qui soulève le bouclier pour voir ce qui va se passer. Je ne sais pas si on le voit bien. Et alors, dans votre livre, il y a un chapitre consacré à Uderzo, qui est l'un des papas d'Astérix. Justement, on voit les petits Pixies d'Astérix. Vous racontez que lui, il n'était pas fan, justement, de ce genre de figurines en métal. Pourquoi? Au départ, ça ne l'intéressait pas de voir ces personnages modélisés, parce qu'il ne croyait pas à la 3D. Il était un visionnaire. Voilà. Et puis finalement, Philippe-Antoine Guénard a débarqué dans son bureau avec un exemplaire. Et là, comme moi avec mon Gaston, il a eu une révélation, il a eu un choc en disant ouais, formidable. Et après, il est devenu très amateur de ces Pixies qu'il a disposé dans son bureau, que j'ai eu la chance de visiter à l'occasion d'un doc. Là. Ben justement, on va parler de ce document parce qu'il est formidable. Et sur la plateforme Canal, en ce moment, il a été diffusé la semaine dernière. Il raconte la vie d'Uderzo, qui est un célèbre inconnu, en quelque sorte, et sa formidable complicité avec Goscinny. Regardez un petit extrait d'abord. Qu'est-ce qui a fait le succès d'Astérix? Est-ce que c'est l'écriture, c'est-à-dire Goscinny, ou le dessin, c'est-à-dire notre ami Uderzo? Écoutez, si Uderzo avait été absent, je vous aurais peut-être donné des réponses différentes. Je dirais que les deux ont beaucoup... Attention à ce que tu vas dire. Je dirais que le dessin, surtout, a joué. Bien. La complicité entre ces deux-là, ça vous paraît bizarre, mais elle me fait penser à la complicité entre Decaune et Garcia. Là, on a affaire à deux artistes majeurs. Je ne parle pas de José et moi. Deux artistes majeurs du XXe siècle. C'est un scénariste absolument génial, Goscinny. Et puis un dessinateur dont on s'en est rendu compte de son vivant, mais comme il n'a pas eu la consécration qu'il aurait dû avoir, par exemple le Grand Prix d'Angoulême, c'est bon de reparler d'Uderzo aujourd'hui. C'était un dessinateur extraordinaire, vraiment un des grands maîtres de la BD.
Et j'ai beaucoup aimé participer à ce doc parce qu'il est fait par sa fille et son gendre, donc qui sont près du réacteur, mais ce qui permet d'avoir des documents privés qu'on n'aurait pas obtenus ailleurs. Mais surtout, ça réhabilite l'homme. Enfin, je sais pas, réhabilite, c'est pas le bon terme parce qu'il n'a pas non Ça plus le met dans été... la lumière, oui, en ça fait. le met- Oui, bien. ça le remet à la place qu'il aurait toujours Ouais. dû occuper. Et oui, un artiste majeur. Alors pour en revenir à vous, Thomas parlait de José Garcia, il y avait quand même cette complicité qui existait entre vous deux. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites, que vous avez regrettées avec lui? Ce que je regrette, c'est que José ait fait du rosé. Parce que. Rosé Garcia ? Oui, je pense qu'il est responsable d'un nombre incalculable de cirrhoses là, depuis 2 ans. Ouais. Je profite de votre antenne pour le dire publiquement, mais vraiment, Il faut dénoncer. il faut Il dénoncer. faut des name and shame, et c'est très important. Absolument. C'est très Rosé Garcia. important. Juste une question qui va vous paraître. C'est vrai que vous allez avoir 70 ans. Ouais, le 1er décembre. Ça, c'est fou. Et c'est quoi votre secret, votre élixir de jouvence? Je vous drague pas, hein, je vous promets, mais comment c'est possible? Je ne sais jamais quoi répondre à cette question. Des gènes favorables, pour commencer. Un soupçon d'hygiène de vie. Surtout, je ne fais pas de matinale. Ouais. Sinon, je ne serais pas du tout dans cet Pour état-là. nous, c'est cuit. Hein, Oui, c'est Tanzanie. terminé. Ouais. Et puis, Vous fumez pas, vous buvez pas? non, enfin très peu. Ok. Ouais. Et puis j'ai pas je pense une forme d'enthousiasme. Je continue à m'enthousiasmer pour des choses Ça, c'est bien. Et oui. futiles ou pas. Oui. Comme Et les Pixies, par comme exemple, ces petits aussi. Pixies, par exemple. Paul Persavon est notre invité jusqu'à 9h30. C'est qui, Paul Persavon? Paul Persavon, c'est mon double. Ouais. C'était mon pseudo pour signer des génériques de séries japonaises dans les années Dessin 80. animé, Clémentine, notamment. Ouais, Clémentine. Bon, on va se quitter avec Clémentine, on revient juste après la pub avec Paul Persavon et Antoine Décaune. Les deux sont là.